Piste 13, page 97. Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Et comme chaque vendredi, c'est le rendez-vous de l'éducation avec un sujet qui donne de l'espérance aujourd'hui. Nous allons parler des revanches scolaires. Vous savez, ces élèves qui ont redoublé une fois, deux fois, trois fois, parfois 5 redoublements. Des jeunes totalement condamnés par l'école, déclarés inaptes, incapables et qui, contre toute attente, sont parvenus malgré tout à poursuivre des études supérieures, voire même à aller jusqu'au doctorat. Et certains de ces rescapés scolaires sont aujourd'hui médecins, avocats. Certes, ils sont rares, très rares, mais comprendre les ressorts qui leur ont permis de remonter la pente, c'est quand même très utile pour beaucoup de jeunes. Et notre invité, le sociologue Bertrand Bergier, il publie un très beau livre avec Ginette Fransquin qui s'appelle La revanche scolaire, des élèves multi-redoublants devenus super diplômés. Mais tout de suite, écoutez l'histoire de Samir. Cet enfant de la classe moyenne aisée a grandi dans une banlieue agréable en France. Même s'il fréquentait un collège populaire, rien ne le prédestinait à de telles galères scolaires et ensuite à une telle revanche. Il a confié sa résurrection à Valérie Borst. J'étais dans un collège qui était situé en zone d'éducation prioritaire. La 6e et la 5e, j'ai connu aucun problème particulier. C'est à partir de la 4e que les choses ont commencé à se gâter, en sciences, en physique et surtout en mathématiques. En fait, j'avais des notes vraiment catastrophiques. C'était vraiment des notes très très médiocres, de l'ordre de 4 ou 5 sur 20. Mais pourtant j'essayais de travailler, mais j'y trouvais aucun plaisir et forcément j'arrivais pas, donc ça avait le don de m'énerver. Et les remarques des professeurs qui étaient pas toujours très pédagogues, ça jouait beaucoup aussi donc dans mon énervement. Vous vous souvenez de phrases qui vous ont marqué particulièrement ? C'était en 4e de mon professeur de physique, Monsieur de Villeléger pour ne pas le citer. J'arrivais pas à faire un exercice, il m'avait dit carrément, donc ouvrez les guillemets, reste dans ta merde, débrouille-toi, t'arriveras à rien, on sait pas pourquoi tu viens à l'école, tu ferais mieux de rester chez toi, etc. Donc ça c'est une remarque que j'ai toujours gardée en moi, je l'ai toujours gardée en mémoire et je me suis dit qu'un jour je pourrais me rappeler à son bon souvenir. Vous avez redoublé alors cette première classe de 4e, comment ça s'est passé après ? J'avais des meilleures notes, même si c'était pas non plus des notes fulgurantes. C'était 10, 9, 11 grand maximum, mais rien de plus. Vous êtes donc arrivé en 3e. Et là, vraiment, les choses se sont pas mal gâtées puisque, comment vous dire, disons que j'en ai fait énormément des conneries, si je peux me permettre. Et là, je faisais même plus l'effort de travailler, en fait. Je me laissais entraîner par tout le monde, donc c'était du bruit, je faisais pas mes devoirs. En contrôle, tout le monde copiait à tout va. Enfin, c'était le règne de l'indiscipline, vraiment. Je culminais à 2 ou 3 de moyenne en mathématiques ou en sciences. Vous étiez dans quelle optique ? Se laisser aller, ne pas faire d'efforts, ou vous aviez baissé les bras ? C'était pas que j'avais baissé les bras, c'est que je me souciais pas du lendemain. Pour moi, l'avenir avait pas d'importance. On était beaucoup dans ce cas-là. On allait juste en cours pour retrouver nos camarades, plaisanter avec eux, s'amuser. C'était tout ce qui nous importait. Jusqu'au moment de l'orientation où là, je pense qu'on a arrêté de plaisanter et qu'on a moins ri. Alors parlez-moi justement de cette orientation. On m'a orienté vers un BEP force de vente. Il y a 5 de mes camarades qui sont allés en seconde générale. Tous les autres, c'était BEP force de vente, BEP électrotechnique, BEP électronique, etc. On n'avait pas forcément une appétence particulière pour ces voies-là, mais on nous orientait vraiment là où il y avait de la place, et je pense pour se débarrasser de nous essentiellement. Qu'est-ce qu'on ressent justement à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, bon allez, maintenant c'est le temps de se prendre en main, ou justement on continue à se laisser aller ? Du coup, j'avais 2 ans de retard. C'était quand même assez pénalisant. J'étais irrécupérable pour eux, donc c'est vrai que beaucoup me mettaient de côté. On venait en cours pour pas être absent et c'est tout. Donc j'ai dû redoubler ma 3e pour pas aller en lycée professionnel. J'avais toujours pas un goût très développé pour les matières scientifiques, mais ça s'est quand même arrangé. J'arrivais à 13-14 quand même en me forçant beaucoup, mais je trouve que c'était un progrès considérable. Et à partir de là, plus rien ne vous a arrêté ? Voilà, en fait. En quelque sorte, plus rien m'a arrêté puisque maintenant j'avais vécu le pire. J'ai connu un petit peu le meilleur et je voulais continuer justement à connaître le meilleur et à progresser et à aller tout en haut. Alors après le lycée, c'est tout naturellement que je me suis orienté vers l'université, donc vers une licence de lettres modernes. Mon objectif, c'était justement de devenir enseignant, puisque quand je voyais nos professeurs, je me disais que tous ne pouvaient pas être comme ça. Et je voulais moi aussi transmettre le goût du savoir
et être un bon professeur, ce que j'avais pas eu pendant mes années collège. Et c'est là que justement c'était une autre révélation. J'ai commencé par le plus grand des hasards à apprendre les langues scandinaves. Donc au bout de 3 ans, j'ai eu mes 2 licences. Lettres modernes, donc littérature française, ancien français, langue latine, etc. Et une licence de langue scandinave qui portait essentiellement sur le suédois et l'islandais. Vous n'êtes pas arrêté là? Après ces 2 licences, vous avez poursuivi? J'ai toujours gardé le goût de l'écriture, alors je me suis dit que j'allais me réorienter. C'est là que je suis venu au journalisme, et là aussi c'est devenu une passion. Vous avez 25 ans, vous avez donc la licence de lettres modernes, la licence de langue scandinave, la licence de journalisme. Et est-ce que vous pouvez nous dire où on se trouve aujourd'hui? Aujourd'hui, on se trouve dans la salle des conférences du Sénat. Et désormais, je travaille au Sénat en tant que journaliste parlementaire. Et mon travail consiste à analyser, expliciter les projets et différentes propositions de loi qui sont proposées soit par les parlementaires, soit par le gouvernement. Et là, on se dit qu'on est loin de l'ASEP. Écoutez, c'est vrai que c'est un plaisir puisque le cadre est quand même assez extraordinaire. Je crois que c'est l'ancienne salle de Napoléon ici. Et c'est vrai que c'est une salle remplie de dorures avec des tableaux partout, des lumières magnifiques. Et c'est vrai que jamais, au grand jamais, je me serais imaginé ici quand j'étais en train de somnoler au fond de la classe à côté du radiateur en 3e. Avec le recul, que diriez-vous aux gens qui ont vécu la même histoire que la vôtre ? Je leur dirais de ne pas baisser les bras, de continuer à croire en leurs rêves, d'avoir foi en leurs capacités et qu'il ne faut jamais se laisser décourager et que les phrases blessantes qu'on peut entendre, il faut justement s'en servir comme d'un leitmotiv. Il faut vraiment les garder toujours à l'esprit, même si c'est vrai que parfois elles ont pu blesser ou elles font encore mal. C'est ce qui m'est arrivé dans certaines matières et il ne faut jamais baisser les bras. Aujourd'hui, on peut dire que vous avez pris votre revanche sur la vie, sur l'école ? Plus qu'une revanche sur la vie, pour moi, c'est vraiment une revanche sur l'école, sur ce collège. Et j'ai bien l'intention, justement, cette année, d'aller au forum des anciens élèves et leur montrer ce que je suis devenu. J'ai coché la date sur mon calendrier et cette année, j'y suis jamais allé encore et cette année, j'y serai.